Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Sport 45. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. CHAN Algérie 2023, eh bien, les Diables Rouges ont fait leur valise. Vous comprenez pertinemment, mesdames et messieurs, que le nul blanc concédé face au MENA du Niger n'a pas suffi aux Congolais de se qualifier en quart de finale. En tout cas, les Congolais ont été prématurément débarqués sur ce plateau. Nous en parlerons. Le sourire décidément des Congolais est venu du côté des Diables Rouges U17 qui ont réussi à obtenir leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Au handball, nous irons du côté de la Direction générale de la sécurité présidentielle où le président de ce club multidisciplinaire a reçu en audience le deuxième vice-président de la Confédération africaine handball. En tout cas, le général de brigade Serge Boa et Pedro Goudinho ont parlé de la 44e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball que le Congo va abriter en octobre prochain. Voilà tout pour le sommaire. En tout cas, sur ce plateau, Serge Désiré Kouboulokana, bonsoir. Bonsoir. Christian Otato, bonsoir. Bonsoir. Et Kisikila, voilà, j'arrive, Kisikila Bello, qui vient de nous recevoir pour la toute première fois de l'histoire sur ce plateau. Bello, bonsoir. Bonsoir. Comment tu te portes? Très en forme. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons à présent dérouler cette émission de Sport 45. Eh bien, nous allons démarrer par la brillante victoire, la brillante qualification des Diables Rouges U17. C'était du côté de Limé, en tout cas, c'était face aux Fauves du Bas-Ubangi. Les Congolais se sont imposés sur le score de 3-0. Christian Tato, de ce côté-là, en tout cas, il fallait soit obtenir un match nul ou gagner pour obtenir justement le visa de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Les Diables Rouges l'ont fait. Et oui, et bien sûr, comme vous venez de le dire, puisque le premier match du Congo, le Congo avait perdu face au Cameroun. Au Cameroun. Déjà, le fait que le Cameroun avait corrigé les Fauves du Bas-Ubangi sur un score de 4-0, le nul suffisait pour permettre au Congo d'arracher sa qualification, sa participation à une troisième Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie de moins de 17 ans. Mais en dehors du match nul, les poulains du technicien Fabrizio ont démontré aussi leur qualité offensive en dictant leur loi sur un score de 3-0 face à la Centrafrique. Kisikila Bello, tu t'y attendais? Oui, déjà, lorsque vous voyez le retrait des nations, à la dernière minute, notamment le Tchad et la RDC, vraiment, les cartes étaient vraiment à la portée des Diables Rouges. Les Diables Rouges. Et les hommes de Fabricio ont su le faire avec brio, parce qu'en s'imposant 3-0 face à Centrafrique, personne n'y s'y attendait. Personne n'y s'y attendait. Félicitations aux jeunes, car la Coupe d'Afrique Algérie 2017-2022. 2023, excusez, le Congo sera bel et bien présent. Le Congo sera bel et bien présent, mesdames et messieurs. Ici, à Brazzaville, eh bien, cette qualification a fait plaisir aux amoureux du football que Irma Oko est allé recueillir leurs impressions à travers les quelques artères de la ville capitale. Suivez son reportage. Ils ont su rebondir après avoir perdu leur premier match face au Cameroun. Les Diables Rouges U17, dos au mur, ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Algérie 2023. Cette qualification, ils l'ont obtenue après leur brillante victoire sur les jeunes Fauves du Bas-Ubangi par 3-0. C'est Bienvenu Bizenga qui a ouvert les hostilités à la 36e minute. Congolais. Oui. À la pause, le score était d'1-0. Après les citrons, les Congolais ont enfoncé le clou à la 53e minute par Ael Umbanzuzi et le coup de massue est intervenu. Le coup de massue est intervenu. En tout cas, nous ne sommes pas allés au terme de ce reportage. Mais qu'à cela ne tienne, retenez simplement, mesdames et messieurs, que les Diables Rouges U17 ont obtenu de haute lutte leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Algérie 2023. Et bien, dans le sommaire de cette émission, nous vous parlions de l'élimination des Diables Rouges au premier tour de la 7e édition du CHAN qui se déroule là-bas du côté de l'Algérie. Les Diables Rouges qui étaient dans le groupe E, quel goût vous a laissé cette élimination
des Diables Rouges locaux? Évidemment, ça laisse un goût vraiment amer. Parce que déjà, lors de leur défaite contre le Cameroun, il était évident que le Congo ne puisse plus espérer la qualification. Donc, ils devaient tout faire pour jouer leur qualification lors de la rencontre contre les Lions Indomptables du Cameroun. Mais ce qui n'a pas été le cas, ils ont perdu malheureusement. Et cela a vraiment beaucoup joué sur leur élimination, malgré le nul qu'ils ont eu à faire contre le Niger. Malgré le nul, vous comprenez, mesdames et messieurs, que ce nul n'a pas suffi aux Diables Rouges pour obtenir leur qualification. Bello, les attaquants congolais ont eu des occasions pour tuer ce match, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, je vais commencer par ça. On a eu des attaquants et non des buteurs. Parce que déjà, si on voit avec quelle ossature le coach a dû composer ses 25 joueurs pour le CHAN, c'était vraiment très déplorable. Ici, on a longtemps décrit que non, il fallait au moins ajouter du 109, mais malheureusement, c'est toujours les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs. Qui étaient là, Kader Bidzimbou, et là, le jeune inexpérimenté, Basinga. Et je vais encore souligner un point. Si les G5 à répétition au sein de notre équipe nationale s'enchaînent, c'est grâce à c'est dû à un trou générationnel. Parce que les joueurs sautent des étapes. Donc, chez les autres, les joueurs commencent de U17, U20, U23. On catégorise les choses. Après, ils intègrent l'équipe première. Mais voyez-vous ce qui se passe. Le dernier match contre le Niger, le sélectionneur aligne 6 joueurs de moins de 23 ans, à l'exception de Lesomo et Pavel Ndjila dans le but. Les restes, c'est des jeunes joueurs qui ont joué l'UNIFAC et les éditeurs de l'Afrique U23. Que attendaient les Congolais avec cette stature? Parce que c'est des jeunes inexpérimentés qui sont allés pour apprendre et non pour le titre, alors que le Congo avait les moyens de jouer le titre. Parce que nous voyons aujourd'hui, si le Madagascar a créé la situation en battant le Ghana, c'est un exploit. L'Algérie, qui n'a pas d'histoire pour le CHAN, l'Algérie termine en tête avec 9 points. Nous avons quand même une histoire, hein, car finaliste à 2 reprises. Le Mozambique termine 2e derrière l'Algérie, c'est des choses à louer. Et la RDC qui est éliminée, c'était vraiment la chance aux Congolais de s'imposer, pourquoi pas rafler le titre, parce qu'à l'exception de la RDC, aucune nation n'a encore gagné le CHAN, parce que le Maroc s'est retiré, la Libye a été éliminée. Donc je pense que l'échec est vraiment de taille et c'est vraiment une grande désolation. Donc là déjà les joueurs sont de retour. Je pense que le ministère et la fédération doivent s'asseoir pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas avec l'équipe nationale des Diables Rouges. Alors Christophe Tato, ton point de vue justement sur cette élimination prématurée de nos 11 nationales du côté d'Oran? Oui, une élimination prématurée d'où nous allons encore évoquer vraiment les problèmes aussi administratifs. Parce que je pense bien, le sélectionneur Eline Goya dans sa liste avait comme avant-centre Basinga et effectivement Karl Wundangana, le dernier buteur du championnat. Mais pourquoi on n'a pas vu Karl Wundangana sur le terrain? Donc, ce qui veut dire, c'est à la dernière minute, même c'est à la veille du match contre le Cameroun, qu'on annonce qu'il y a eu un problème à la administratif. La FIFA a évoqué que tous les papiers de ce joueur naturalisé ne sont pas au point, raison pour laquelle il doit être écarté. Déjà, ce garçon a terminé la saison 2021-2022 comme meilleur buteur. Si le Congo avait déjà l'ambition de lui proposer les couleurs nationales, pourquoi dès la fin du championnat de la saison 2021-2022, ces démarches administratives n'ont pas débuté et c'est à la veille d'une compétition qu'il faut se lancer dans ce genre de démarche où au dernier moment on vous dit ah non, celui-là il ne pourra pas jouer, mettez-lui à côté. On sent il y a ce problème administratif. Il y a aussi cette question vraiment d'entraînement de nos attaquants. Que font-ils devant les buts aux séances d'entraînement? Parce que dans toutes nos équipes, la finition laisse à désirer. La finition laisse à désirer. Même pour nos joueurs qui évoluent du côté de la diaspora, en Europe, en Asie, en Amérique, ils ont toujours vraiment ce problème. Nous n'avons pas des buteurs, des renards de surface. On n'a pas cela, mais je pense aussi que ça peut s'apprendre. Parce que si je me rappelle bien, c'est là où je dis, en étant même association, pourquoi ne pas solliciter par exemple l'expertise des Argentins? Parce que les Argentins ne manquent jamais d'attaquants, quelles que soient les années. Si vous ne découvrez pas Batistuta, vous allez avoir Crespo. Si vous n'avez pas Crespo, vous allez découvrir, ah non, Trezeguet est allé du côté de la France. Vous allez découvrir, ah non, il y a Kun Agüero, il y a Gonzalo Higuaín. Vraiment, les Argentins sont des buteurs. Pourquoi ne pas solliciter, par exemple, aussi la formation au niveau des attaquants? Vraiment solliciter les techniciens argentins. Venez, formez-nous aussi nos attaquants. Formez-nous les attaquants. Qu'on ait vraiment des renards de surface.
Bello? Ouais, moi je pense qu'avant le départ de l'équipe nationale, le coach avait évoqué qu'il y avait un entraîneur qui devait rejoindre les Diables Rouges du côté de un entraîneur des attaquants. Spécialement des attaquants. Pour aider les attaquants congolais, je pense que, et bon, nous, on n'était pas présents en Algérie. Est-ce que est-il arrivé cet attaquant ou pas? Il y avait encore un psychologue. Est-ce que le psychologue était bel et bien présent? Parce que si on voit le montage de joueurs, je pense que les joueurs n'étaient pas bien préparés pour aborder le CHAN, que ce soit contre le Cameroun ou encore contre le Niger. On n'a pas vraiment senti l'envie ou l'engagement des joueurs qui voulaient même mouiller le maillot pour l'équipe nationale. Ne s'est-il pas posé un problème de choix? Je pense que là aussi c'est une autre paire de manches. Vraiment à soulever parce que lorsqu'on voit Hardy Bingler, un joueur expérimenté, être sur le banc plutôt pendant 90 minutes, Karof Bakoua absent, Julfa Ondongo absent, Faria être mis sur le banc à la place de Berlon Bemba, qui est un joueur axial de prédilection et placé du côté de latéral. Et un jeune, Borel Tomandjoto, qui était vraiment explosé pour moi, je pense, et Basinga, qu'on a laissé pour nous croire que non, c'est les jeunes, le futur. Mais je pense que c'est la nation qui a été mise en danger. Il fallait mettre de l'expérience et des gens qui connaissent la compétition pour bien honorer la nation. Malheureusement, le Congo quitte la compétition bredouille avec 0 but et 1 point. Ça fait Donald, oui, Donald, je pense bien sur la question de Bakoua. Est-ce que le choc qu'il avait eu lors du premier match lui permettait vraiment de pouvoir jouer lors du deuxième match? Je pense pas, parce que donc c'est ça, parce qu'il y a eu cette. C'était pas si grave que ça. C'était pas si grave. Vous voyez l'acte, mais vous savez pas ce que la médecine. Ce que le médecin ou le préparateur, kiné du club, le kiné de la sélection a eu à évoquer. Parce qu'on peut juste voir, non, c'est une simple déchirure. Il y a des déchirures qui prennent même 3 semaines, 4 semaines. Donc sur ce point, il faudrait d'abord avoir le retour du kiné de la sélection pour savoir vraiment la durée des 2 blessés et des 2 sorties prématurément lors du premier match. Ils étaient sortis. Mais c'est là aussi on parle de sélection. Connaissons déjà, je vais jouer avec 4 défenseurs, je vais jouer avec 5 défenseurs, je vais jouer avec 3 défenseurs. C'est là où il est important de ne pas avoir un déséquilibre dans une liste. Il faut toujours aller avec chacun son remplaçant, prendre les meilleurs à chaque poste. Ça permet à ce que quand le titulaire n'y est pas, à ce moment-là, le remplaçant, c'est quelqu'un aussi qui vient sur l'affaire. Effectivement. Donc c'est là où nous devons aussi éviter ce déséquilibre au niveau des postes. Je vais jouer en 3-5-2. Ce qui veut dire que sur mon banc de touche aussi, j'ai des remplaçants. Des remplaçants valables. Qui peuvent aussi appliquer jouer le rôle des titulaires. Le rôle des titulaires. Donc c'est aussi cela auquel nous devons voir parce qu'il y a ce déséquilibre vraiment dans nos sélections. Serge Désiré. Oui, évidemment. Cette élimination prématurée des Diables Rouges locaux. C'est un problème qu'on a toujours eu à évoquer ici à chaque fois qu'on est sur le plateau par rapport à la prestation des attaquants des Diables Rouges. C'est un grand problème que... Des attaquants congolais qui n'ont pas faim, qui ne savent pas comment marquer les buts. Tout à l'heure, parce que les attaquants congolais ont un très grand problème qu'ils doivent vraiment essayer de revoir. Parce que quand on se rend compte dans toutes les catégories de l'équipe du Congo, ils ont du mal à enchaîner plus de 2 buts. Bon, là, on peut essayer de féliciter les U17 qui ont quand même eu à marquer jusqu'à 3, mais c'est un peu difficile que ça soit la catégorie des A et des A'. C'est vraiment difficile de voir le Congo enchaîner jusqu'à 2 buts. Là, par exemple, ils sont éliminés. Éliminés de quelle manière? Avec 0 but marqué. C'est vraiment grave. Un bilan triste. Vraiment triste. Négatif. Bilan. Donc, on doit vraiment essayer de revoir ce problème. Comme l'entraîneur avait eu à l'évoquer la fois dernière lors de sa conférence de presse avant le départ, il était vraiment sûr de son équipe, mais c'est ce qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu à remarquer cela lors de leur prestation contre le Cameroun et contre le Niger. Donc, ils doivent vraiment redoubler les efforts sur ce problème d'attaquant. Parce que quand vous n'avez pas une attaque vraiment en forme, vous ne pouvez pas espérer gagner un seul match. Parce qu'en voulant gagner un match, gagner, c'est marquer les buts. Oui. Ben voilà. Et si vous ne marquez pas des buts, vraiment là, on ne peut rien espérer. C'est clair. Bello. Si on se suivait encore avant le départ, le coach avait évoqué que parmi les attaquants de couloir, il n'y avait aucun attaquant. C'est lors de sa conférence de presse. Avant le départ. Avant le départ, qu'il n'y avait aucun attaquant qui pouvait tenir 90. Mais sur le terrain, on avait le contraire. Parce qu'un jeune comme Soussou nous a montré l'envie qu'il avait de bien faire. Malheureusement, c'est un choix aussi raté. Parce que le mettre au moment où il était en super forme, il montait en puissance, le mettre sur le banc, et on n'a pas compris le joueur Nzao Exaucé qui n'a jamais été utilisé à la place, contrairement à Bissila qui a effectué le voyage comme étant réserviste, mais qui a gagné du temps à la place de Nzao Exaucé. Tout ça, on n'a pas compris. La non-titularisation ou le placement de Karl Wound se comprend parce que administrativement, c'était pas prêt. Là aussi, on est tombé sur le piège parce que lors du même point de presse, on a évoqué la question de Karl Wound. L'entraîneur nous a rassuré que non, administrativement, tout est OK. Tout était fin prêt. Le joueur pouvait jouer, mais sur place en Algérie, on a croisé l'enfer et
Le football ne blague pas, on était simplement... Ça paye cash. Fait, oui. Voilà, mesdames et messieurs, une bonne partie de cette équipe de Diable Rouge à prime est déjà ici à Brazzaville. Et la seconde partie devrait rentrer dans la nuit du lundi, donc dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Ce qui est sûr, c'est que le sélectionneur des Diable Rouge à prime, Jean-Élie Ngoya Obakas, donnera une conférence de presse. Et je pense que c'est à l'issue de cette conférence de presse que nous, chroniqueurs sportifs, nous aurons l'occasion d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé du côté d'Alger, sur justement cette élimination prématurée des Diables Rouges, une élimination honteuse, il faut le dire. Honteuse. Les Diables Rouges qui sont habitués à arriver à l'étape des quarts de finale dans cette compétition CHAN, se voir être débarqués de la compétition à cette étape de la compétition, en tout cas, c'est vraiment une honte. Nous en parlerons à la veille même de la conférence de presse que devrait donner le sélectionneur Jean-Élie Ngoya. Mesdames et messieurs, dans ce groupe, nous allons essayer de regarder lesquels sont qualifiés dans le diapo que nous allons vous proposer dans le groupe E. C'est ça, Christian Tato? Voilà. Oui, bien sûr, comme nous sommes en train de le voir, la finale demain va se jouer entre le Niger et le Cameroun. Voilà. Parce que les deux, le Niger avec un point en cas de victoire, s'il surprend les Camerounais, il passe devant. Le Cameroun, pendant ce temps, il a besoin d'un match nul pour pouvoir valider son ticket pour les quarts de finale. Dans le groupe A, comment se passent les choses là-bas? Roland Nyakekele? Oui, le groupe A, tout a été déjà scellé. L'Algérie et la Mozambique ont validé leur ticket pour le tour suivant. La Libye et l'Éthiopie éliminés avec 3 points. Donc, ce qui ne tient pas à dire que l'équipe de la Mozambique a vraiment créé la sensation. Vraiment la sensation. Dans ce groupe, les gens s'attendaient plus à voir l'Algérie et la Libye. Ah oui. Pendant ce temps, les Mozambicains ont dit non, on ne va rien laisser. Donc, au groupe suivant, le groupe B, tout est déjà aussi fait, on a le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés. Le Sénégal qui crée la surprise de ce groupe. Qui a laminé la RDC 3-0. Surtout son dernier match, vraiment, on a senti la détermination, la motivation de cette équipe sénégalaise décidée à ne rien lâcher, puisque vainqueur lors du premier match, le deuxième match, il chute face à l'Ouganda. Ça mettait déjà... ça mettait vraiment les Lions de la Teranga en danger. Mais ils ont vraiment donné une correction aux Léopards de la RDC 3-0. Ils terminent leader de ce groupe, la Côte d'Ivoire, qui se qualifie grâce aux confrontations particulières, puisque la Côte d'Ivoire a battu l'Ouganda qui avait déjà 4 points. Donc c'est aussi la deuxième surprise pendant ce temps. Dans les autres groupes, on va devoir attendre, puisque déjà dans le groupe C, le diapo, nous le voyons, le Maroc étant éliminé d'office. Dans ce groupe, l'équipe du Ghana est l'unique équipe à avoir joué tous ces matchs. Ce qui revient à dire aussi que la confrontation d'aujourd'hui entre le Soudan et le Madagascar va être vraiment une finale capitale parce qu'avec 6 points, le Madagascar, s'il arrivait que le Soudan parvienne à battre cette formation malgache, on aura 3 nations avec 6 points. Ça va annuler vraiment les différences de but entre ces différentes nations. Et là, c'est maintenant la différence de but, la meilleure attaque qui va profiter de cela pendant que dans le groupe D, un groupe où on a aussi 3 nations. Le groupe D, comme le cas du Congo. Demain, on va connaître aussi qui va finalement poursuivre la compétition dans ce groupe D. Eh bien, du côté de certains quarts finalistes sont déjà connus. Oui, on a déjà une affiche de quart de finale connue. Déjà, si la régie pourrait rapidement nous la montrer, puisqu'il y a les rencontres là, nous sommes en train de voir le groupe D, où l'équipe qui est en tête n'a que 2 points. Donc 2 matchs nuls effectués. Le match Mauritanie-Mali, le vainqueur de ce match poursuit la compétition. En cas de match nul, maintenant c'est entre l'Angola et l'équipe du Mali où ça va se jouer. Parce que personne n'ayant gagné, le 3-3, je pense bel et bien que la tête de série serait bien placé pour poursuivre cette compétition. Algérie-Côte d'Ivoire, c'est donc le premier quart de finale qui va donc se disputer le 27 janvier prochain. Le 27 janvier prochain, on va commencer avec les quarts de finale de cette 7e édition du CHAN, comme vous l'avez dit. Avec la complicité de la régie, nous pourrons déjà voir ce à quoi on doit s'entendre pour cette compétition. Nous voyons bel et bien si la régie pourrait bien redresser l'image pour qu'on puisse voir la fiche Algérie-Côte d'Ivoire, la première confrontation de ce CHAN. Après cela, c'est le leader du groupe E qui va jouer contre le deuxième du groupe C. Le leader du groupe le Sénégal étant déjà qualifié, c'est donc le groupe D, le deuxième du groupe D qui va devoir affronter le Sénégal.
Le dernier groupe, le Mozambique, attend donc à connaître le leader du groupe C. Il attend à connaître le leader du groupe C pour connaître qui il va affronter en quart de finale du CHAN. Christian Tato, 5 nations ont révélé les sommes que toucheront chaque joueur en cas de sacre lors de ce 7e CHAN. On va donc les découvrir dans ce diapo. Et oui, comme vous l'avez dit, Donald, nous allons découvrir ce que, par exemple, les Sénégalais, les Algériens... Le diapo suivant, Roland Nyankekele. Oui, voilà. Là, nous sommes en train de voir s'il pourrait bel et bien renier pour que aussi le nom des pays puisse s'afficher, pour que les téléspectateurs puissent découvrir ce que chaque pays a prévu donner. Parce que là, on ne fait que voir la part des gagnants. S'il y a possibilité de réduire l'image pour voir les noms des pays, ça va être bien pour nos téléspectateurs, parce que certes, nous connaissons les pays qui vont donner ces sommes, où on voit 10 000 $. Qu'est-ce que ça donne en francs CFA? Qu'est-ce que ça donne en francs CFA? Ah là, la régie est revenue sur le diapo précédent. Le diapo suivant, effectivement, pour éclairer nos téléspectateurs, sera vraiment important. Ça sera important pour les téléspectateurs, le diapo suivant. Parce qu'on voit, il y a 10 000, il y a le Sénégal qui a prévu donner 7 000. 7 000 $. 7 000 $. À chaque joueur. À chaque joueur. En cas de sacre. En cas de sacre. On a même une nation qui prévoit donner que 5 000 $. Si déjà l'équivalent, si on prend l'équivalent de 1 500 $ vaut 1 million. 1 million de francs CFA. Donc apparemment, ils gagnent le CHAN, ils auront à toucher 3 millions de francs CFA. Donc regardons maintenant pour se poser la question, champion, ils n'auront pas à toucher 5 millions. Maintenant, ici chez nous, où ça criait prime, combien faut-il donner? Combien demander d'abord nos joueurs et combien devront-ils percevoir maintenant, où ils sont revenus en sortant par la petite porte? Et moi, je pense qu'il faut ajouter quelque chose, que l'équipe nationale a été simplement négligée. On ne doit pas être surpris des résultats aujourd'hui, parce que l'équipe a été négligée. Bénéficier d'une préparation à la va-vite, bâclée. Le football, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi la motivation. Tout à fait. Il y a un problème, une histoire des problèmes des primes avant, pendant et après la compétition. Qui ne seraient pas versés. Jusqu'alors, nous rassure que les joueurs ont perçu leur prime, parce que les joueurs revendiquaient l'argent tout le temps. Mais de toutes les façons, comme ces joueurs sont tentés de rentrer au fur et à mesure, nous aurons la vraie version. Alors que chez les autres, l'argent a été vraiment l'arme de motivation. Aujourd'hui, vous voyez le cas de la RDC, le joueur, on l'entend réclamer l'argent. Aujourd'hui, la RDC à la porte. Pareillement avec le Congo. Donc on peut dire les nations mal organisées, ça il faut l'avouer, mal organisées aujourd'hui sont éliminées. Les nations qui sont préparées pour l'avenir, aujourd'hui on retrouve le Sénégal, vraiment ça c'est l'exploit. Personne ne connaît le Sénégal au niveau continental africain. Donc on sait que non, le Sénégal a des bons joueurs au niveau européen avec des Sadio Mané, mais aujourd'hui le Sénégal n'a pas un championnat mieux coté en Afrique, mais c'est un championnat où on verse beaucoup d'argent et le Sénégal est basé sur la formation. Aujourd'hui les Sénégalais sont partout dans le monde. Et ça paye, hein. Ça paye. Basé sur la formation, ça paye. Aujourd'hui les jeunes, les académiciens ont maltraiter la RDC, voyez un peu ce genre de choses que nous devons nous mettre au travail pour avancer le football. Je pense que, oui, du côté de ces deux Congos, parce que là, on voit bel et bien, l'Algérie a bien indiqué 10 000. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est donné en avant. C'est à la fin du CHAN que vous brandissez le trophée, bien évidemment. Le trophée que vous allez recevoir vos 10 000 $. Ça, c'est l'Algérie. Même somme le second pays, c'est lequel, puisqu'on a cité 5 pays. Oui, la Côte d'Ivoire aussi a prévu donner 10 000 $. 10 000 $ à chaque joueur en cas de sacre. Oui. Nous avons le Ghana, 7 000 $. Le Cameroun, 15 000 $. Et le Sénégal, 5 000 $. C'est à la fin de la compétition que les joueurs vont percevoir. Donc, quelque part, surtout en Afrique centrale, nous avons tendance à mettre l'argent dans la tête des joueurs avant. C'est ce qui ruine. Et c'est là où je vais dire maintenant, surtout que de ce cas, on aime souvent, que ce soit la RDC, le Congo, s'en prendre aux autorités, les sommes des compétitions auxquelles ils participent, que font-ils alors de ça? Parce que si l'on regarde bien le Congo, quart de finaliste, lors du dernier CHAN, la CAF avait bel et bien révélé les 300 000 $ versés que doit toucher chaque quart de finaliste. Combien ont été donnés d'abord aux joueurs qui étaient au CHAN 2020, parce que dès que la Coupe du Monde, par exemple, 2018 a pris fin, on avait bel et bien appris. Libération, le quotidien, le Parisien, avait publié chaque joueur aura droit à 300 000 €. Parce que quoi? Avant de partir en compétition, le président Noël Le Graët avait pris le culot de dire à tout joueur, vous n'aurez que 30% de l'enveloppe qui nous revient de droit à la compétition. Donc ce qui veut dire de l'argent que la FIFA a versé à la France, à la Fédération française de football, pour avoir été champion, les 30% ont été partagés
entre les joueurs et les staff. Là, c'est bien, il y a eu la communication avant même que cette enveloppe ne tombe. Il faut communiquer. C'est ça le problème. Parce que quand on ne communique pas, c'est là où il y a le flou, justement. Effectivement, c'est là où il y a vraiment ce déficit d'organisation et surtout de faire croire aux joueurs, dès que tu rentres, tu as droit déjà à l'argent. Ça, quelque part aussi, ça ne motive pas le joueur parce qu'il doit être en tête. Ah non, si je fais une mauvaise prestation, j'aurai une faible somme. Mesdames et messieurs, j'ai une grande somme. Mesdames et messieurs, les Diables Rouges ont-ils reçu la totalité de leur prime, oui ou non? En tout cas, la réponse, je crois que vous l'aurez lundi prochain à l'émission Sport 45. Pendant ce temps, nous aurons le temps de vous balancer, de vous proposer la conférence de presse bilan de Jean-Élie Ngoya. J'espère que cette conférence de presse aura bel et bien lieu. J'espère. Nous espérons tous. Voilà. Et donc, nous allons rester toujours dans le football. Cette fois-ci, parlons du match amical international qu'a livré les Diables Noirs face à Lupopo. Le match s'est joué hier du côté du stade Alphonse Massamba Débat. Rappelons simplement que les deux clubs ont obtenu leur ticket pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Eh bien, Bello, 0 but partout entre Lupopo, Saint-Éloi, Lupopo et Diables Noirs. Oui, je pense que c'est le résultat qu'il faut aussi en voir la physionomie des 90 minutes. Les deux formations ne nous ont pas montré grand-chose. C'est faut l'avouer parce que Diables Noirs a livré près de 10 joueurs à l'équipe nationale, le Lupopo près de 6. Donc sur le terrain, c'est des équipes qui ont longtemps été au repos. Donc ils ont retrouvé le terrain avec ce genre de rencontre. Ça veut dire que ce sont les réservistes qui se sont affrontés. Si on peut le dire, qui se sont affrontés. Mais d'une part, Lupopo travaille, de l'autre côté, Diables Noirs a été au repos parce que si on voit, le Diables Noirs a mal entamé la rencontre et les joueurs étaient un peu lourd et on a assisté pratiquement près de 30 minutes de domination des cheminots de Lupopo avant que Diables Noirs se réveille en deuxième partie. Je pense que l'ensemble du match quand même ça a été dedans et Diables Noirs doit continuer avec ce genre de rencontres pour mettre vraiment les joueurs en jambe parce qu'actuellement on ne doit plus parler des joueurs B ou A, parce que si on voit l'équipe qu'a les Diables Noirs, il y a Ngouari qui était titulaire l'année dernière avec AC Léopard. Dans l'axe central, il est accompagné par un jeune joueur, Mouimba Issa, l'ancien de Rangers, qui a passé toute la pré-saison avec le DCMP. Le côté le couloir droit, il y avait Fernez Mapembe, un joueur qui était titulaire l'année dernière, mais relégué au banc de cette saison, au détriment de Alves Ngakose. Au milieu, il y a du nouveau, il y a Mouziki et Teddy Lutonadio qui était depuis là déjà il y a quelques années déjà avec Diables Noirs et devant il y a vraiment là où le bas blessé c'est la ligne offensive parce que lorsqu'on voit Goton Ngoniba qui est allé s'embrouiller du côté d'Albanie avant de revenir à Diables Noirs et on pointe il y a un nouveau joueur Guéla, un ancien joueur de Simba de Kolosi de Lubumbashi. Diables Noirs vraiment s'est montré qu'il y a du problème et il faut surtout souligner la présence de Joras Ngombe. Un joueur, moi je pense que là il est en train de perdre des vitesses parce que si on est DSMP, Oteo, Diables Noirs en une saison c'est vraiment catastrophique et c'est déplorable et on ne doit pas s'attendre à grand chose avec ce genre de joueurs parce que quand tu tournes à DSMP, tu es à Oteo, tu es à Diables Noirs et tu prétends avoir une place à l'équipe nationale. Je pense que l'équipe nationale ne se donne pas comme ça. Et la qualification que Diables Noirs a eu, il a eu difficilement. Et Diables Noirs doit honorer la nation valablement en Coupe d'Afrique déjà le mois prochain. 0-0, Christian Tato, victoire logique. Est-ce que Diables Noirs va pouvoir aussi honorer cette nation en allant déjà avec du sentimentalisme? Parce que si l'on regarde Joras Ngombe, est-ce qu'en ce net moment, c'est un joueur dont les performances sont dignes, méritent qu'il soit là ou c'est juste le nom? Parce que si l'on regarde aussi le sport congolais, c'est quelque chose de... C'est ce problème, on se fige trop sur le nom, et ça tue, ça cause du tort. Après, ah non, l'équipe n'a pas fonctionné parce que là, quand on regarde, Bello vient de l'évoquer, DSMP, Otoo, Diables Noirs. Même en une seule saison. En une seule saison. Alors qu'au football, on sait qu'on a que 2 mercatos. Il y a le mercato estival, le mercato hivernal. Donc ce qui veut dire quelque part aussi, les dirigeants doivent être stricts et mettre cela dans la tête des joueurs. Tu es performant, tu as ta chance, tu n'es pas performant, monsieur, mets-toi à côté. Alors et c'est ce qui va pousser le joueur à travailler, à être... Ah non, je dois vraiment maintenir le cap. Si je fais une bonne saison, ça ne veut pas dire que j'ai tout fait, je n'ai plus droit à travailler, mais je dois vraiment faire tout pour être toujours endurant. Nous avons donc assisté de ce côté-là, du côté de Joras Ngombe, on peut le dire, à un vagabondage footballistique. 90 minutes, seule saison. 90 minutes, un seul tir, déjà, ça montre tout. Ça laisse à désirer.
En tant qu'attaquant, si tu fais 90 minutes, un seul tir, vraiment... Voilà. Parce que hier, pour Donald, pour ceux qui étaient au stade, on a vu, par exemple, Ngweniba faire une bonne partie. Sa pointe de vitesse, il le mettait, mais sauf qu'il n'avait pas une solution en pointe d'attaque. Parce que de la manière dont il parvenait à prendre... Gracias Basinga n'était pas là. Comme la façon dont Ngweniba réussissait, il a réussi vraiment à prendre de vitesse le défenseur, l'arrière droit de Saint-Éloi Lupopo. S'il avait un attaquant qui pouvait faire des appels en profondeur, il pouvait faire des passes en profondeur, ses centres ajustés, il n'y avait toujours personne au rendez-vous. Donc ce qui ne tient pas à dire qu'il faut vraiment de la qualité, il faut le mérite à chaque poste pour que nos équipes puissent vraiment trouver le niveau qu'il faut. Quelles ont été les impressions, mesdames et messieurs, des deux entraîneurs? Nous allons tout d'abord écouter l'entraîneur de Diable Noir, Barthélémy Ngansono. Je vais être franc, je suis satisfait parce que le Popo, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui est habituée aux compétitions africaines. La nôtre, je ne pense pas. Et surtout celle qui a joué aujourd'hui. Vous savez que nous avons 10 joueurs à l'équipe nationale. Donc c'est des jeunes que nous avons pris. On a commencé de travailler, ça fait 12 jours seulement, plein. Donc ce résultat, il me satisfait. C'est vrai que ce n'était pas peut-être cela, mais comprenez que il fallait qu'on voie ce que ces jeunes pouvaient donner, n'est-ce pas? On a eu un peu de maladresse devant parce que nous avons eu des occasions de but qu'on pouvait explorer, eux également, n'est-ce pas? Donc comme j'ai l'habitude de le dire, le mal au Congo c'est les attaquants, nous n'avons pas d'attaquants tueurs. Donc c'est des indications que cette rencontre nous donne pour que nous puissions réorienter notre travail par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'équipe B. Hein? Ce n'est pas une équipe B. La majorité joue également au championnat. Bon, le problème c'est que peut-être que ça ne joue pas beaucoup, c'est pas régulier, n'est-ce pas? C'est pas régulier. Donc ce n'est pas une équipe B. De toutes les façons, il fallait qu'on voie ça pour que ça nous donne un peu des orientations par rapport à ceux qui sont partis au CHAN. D'ailleurs, tous, ils n'ont pas joué. Donc ça veut dire qu'il y aura un décalage par rapport au temps de jeu. Ceux qui viendront, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait que nous fassions ce match pour nous donner des orientations, donner aussi un peu de temps de jeu à ces jeunes qui étaient restés ici pour que demain, après demain, nous ne savons pas, ceux qui reviennent du CHAN, ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils vont nous donner. Est-ce qu'ils sont à mesure, par exemple, de s'adapter à la stratégie de l'équipe? Est-ce que donc voilà, ce n'est pas une équipe B, ils sont tous qualifiés au championnat, donc c'est pas une équipe B. Ça veut dire que la défense adverse n'a pas permis qu'on tire. Je ne sais pas, eux, ils ont eu combien de tirs, bon, peut-être les coups francs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce match nous donne des orientations, n'est-ce pas? Je répète que le Congo souffre d'un manque d'attaquants, de tueurs, n'est-ce pas? Et c'est cela des indications que ça nous donne pour que nous puissions réorienter également notre travail dans ce sens-là. Il faut qu'il arrive à se procurer ces occasions de tir. Si on n'arrive pas, on a joué plus dans la largeur, mais la profondeur c'était rare. Mais les rares fois que nous sommes passés, on a failli marquer, mais voilà le problème de finition. Bon, nous attendons, on va discuter avec le comité directeur pour voir ce que nous allons faire. Et également, on attend certainement que la fédération, la Lina Foot va relancer le championnat, ça pourra nous permettre d'avoir un peu plus de temps de jeu. Sinon, avec les dirigeants, il nous faut encore des matchs comme ça pour que les enfants ne soient pas surpris le 12. Voilà. Après Barthélémy Ngansono, entraîneur des Diables Noirs, mesdames et messieurs, place à présent à l'entraîneur de Saint-Éloi Lupopo. J'ai donc cité Mohamed Magasouba. Bon, d'abord, merci pour cette conférence de presse après le match. Et merci pour l'accueil aussi réservé à notre équipe. Je dirais que tout simplement, ça a été un très bon match. Des nouveaux techniques assez élevées, tactiques aussi, naturellement. Et puis sur le fond de jeu, il faut reconnaître que le niveau athlétique est assez plaisant également. Donc ça veut dire que toutes les notes pour moi sont au vert, même s'il n'y a pas eu de but. Bon, enfin, je crois que l'essentiel est fait, parce que ce n'est que le début de préparation des différentes équipes. Donc moi je crois qu'on a un peu essayé de part et d'autre les éléments nouveaux qui sont venus s'intégrer dans les différentes structures. Et je crois que ça a été une satisfaction, en tout cas pour ce qui me concerne. Parenthèse, quand vous dites que Lupopo souffre d'attaque, je crois qu'il faut rectifier cela.
Parce qu'en compétition africaine, nous avons fait le maximum, hein, avec 0 buts encaissés. Et à la Lina Foot, nous avons la meilleure équipe, la meilleure attaque du pays. Qu'est-ce que vous appelez alors n'a pas une attaque? Nous avons la meilleure équipe, la meilleure attaque de la Lina Foot, avec le nombre de buts qu'on a pu marquer. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'on est satisfait à 100% de ce qui se passe. On voudrait certainement renforcer nos capacités, c'est tout à fait normal, mais balayer de revers de la main les acquis, je crois que c'est une grosse erreur. L'équipe ne souffre pas du tout de manque d'attaque, mais plutôt nous voulons renforcer l'attaque, nous voudrons renforcer nos structures parce que nos ambitions sont grandes. Il ne faut pas qu'on confonde cela avec le manque. Bon, vous savez, disons les failles, aucune équipe n'est parfaite, hein, que ce soit le Popo, le Diable Noir ou toute autre équipe. Et vous avez remarqué déjà que c'est un match de vierge, le score est vierge de 0 but partout. Parlons à présent handball, mesdames et messieurs, pour dire que le Challenge Trophy a refermé ses portes avec le sacre du Nigeria dans la catégorie des cadets et de la Guinée-Conakry dans la catégorie des juniors. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ceci dans ce reportage. La Guinée-Conakry en junior et le Nigeria dans la catégorie des cadets sont montés respectivement sur la première marche du podium du Challenge Trophy de handball. En junior, les Diables Rouges ont raté le podium. Au cours de leur ultime confrontation face aux juniors nigérians, les Congolais ont été plus qu'aux abois en s'inclinant par 37 à 18. Déjà à la mi-temps, les visiteurs ont étalé leur farouche détermination d'en découdre avec le pays hôte en menant au score par 17 à 8. Dans cette catégorie, c'est donc le Nigeria qui a terminé à la deuxième marche du podium et le Rwanda troisième. Un parcours moins élogieux des juniors congolais qui n'a pas laissé indifférent le président de la Fédération congolaise de handball. Ayessa Dinga Yenge n'a pas manqué d'évoquer la préparation quasi bâclée qu'a bénéficié l'équipe nationale. On ne triche pas. Les enfants se sont préparés ici tant bien que mal. Je ne cherche pas d'excuses. On a perdu et je félicite les équipes victorieuses. Mais la préparation, il n'y a pas eu de match réellement amicaux. Les enfants étaient ici. Il n'y a pas eu réellement d'internat. Parce que malheureusement, on n'en avait pas les moyens. Donc on doit s'organiser encore mieux et nous comptons énormément, malheureusement, que sur l'État. Mais sur qui devrions-nous compter d'autres, si ce n'est l'État? Chez les cadets, outre le Nigeria qui a remporté la Palme d'Or, la Guinée a pointé à la deuxième place et sur la troisième marche du podium, on retrouve le pays hôte, le Congo, qui a enfin sauvé l'honneur. Les trophées fair play, il y en a eu. Chez les cadets, c'est la Zambie qui a été élue l'équipe la plus exemplaire. Et chez les juniors, la palme est revenue au Madagascar. A noter que les deux vainqueurs du tournoi représenteront le continent au Challenge Trophy mondial de handball prévu au Costa Rica du 7 au 11 mars 2023. Voilà, mesdames et messieurs, restons dans le handball pour parler de la réunion qu'il y a eu du côté du ministère en charge des sports entre le directeur de cabinet justement du ministre en charge des sports et le deuxième vice-président de la Confédération africaine de handball, j'ai cité Pedro Godinho. Au menu, en tout cas, la 44e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball que va donc organiser la DGSP avec bien évidemment l'appui du Congo en octobre prochain. Suivez plutôt ceci dans ce reportage. C'est une séance de travail qui a permis à la mission d'inspection de la Confédération africaine handball de venir rassurer le directeur de cabinet du ministre en charge des sports que le Congo réunit bel et bien les conditions pour abriter la 44e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball prévue en octobre de l'année en cours. Il y a une compétition qui engage beaucoup d'équipes de beaucoup de pays. Et pour la CAB, c'est un motif de satisfaction
voir l'engagement de l'État, parce que nous allons avoir beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Donc on ne peut pas travailler simplement avec le club, le DGSP, simplement avec la Fédé. C'est l'engagement de l'État qu'on a bien remarqué. Donc monsieur le directeur du cabinet, un homme du ministre, il nous a garanti que l'État sera engagé. Et la première impression, c'est positif. Même c'est ça qu'on espère d'un pays qui est déjà organisé, les Jeux africains, a déjà organisé le CAN. On fait confiance à nos affiliés. C'est à niveau de communication. La Commission va nous montrer que les recommandations sont suivies. Nous n'avons pas nécessité de revenir. Peut-être on peut prévoir une cérémonie de tirage au sort. Le deuxième vice-président de cette instance suprême du handball continental, qui était accompagné de la mission d'inspection des représentants de la Fédération congolaise de handball et du représentant du club organisateur de la compétition, la DGSP, a saisi cette opportunité pour faire le point sur les conclusions de 3 jours de travaux acharnés que la mission d'inspection de la Confédération africaine handball a effectué à Brazzaville. Dans les hôtels visités, la mission a pu remarquer la présence de 600 lits qui répondent bel et bien aux exigences de la Confédération africaine handball, a précisé Pedro Godinho. Après avoir écouté ses hôtes, le directeur de cabinet du ministre en charge du sport a pris bonne note. Charles Makaya Di Makai a exhorté la mission d'inspection de la CAB à déposer en toute urgence le rapport de la dite mission au ministère en charge des sports en vue de l'examiner. Après examen, l'État congolais pourrait donner son quitus pour abriter cette grand-messe de la jeunesse africaine. Suivons à présent, mesdames et messieurs, le directeur de cabinet du ministre en charge des sports, Charles Makai. Nous attendons ce rapport de la mission d'inspection et ensuite le ministère examinera ce rapport avec la fédération. Le ministère examinera ce rapport et c'est après cela que l'État congolais pourra se prononcer définitivement s'il donne son accord pour abriter ou pas la compétition. Voilà, c'était donc là le directeur du cabinet du ministre en charge des sports sur justement le cahier de charge de cette 44e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions de handball que devrait donc abriter le Congo en octobre prochain. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons partir du côté de la direction générale de la sécurité présidentielle où le président général du club multidisciplinaire de la DGSP a reçu en audience le deuxième vice-président de la Confédération africaine de handball. J'ai donc cité Pedro Godinho. Suivez. Je viens avant de tout avec un message du président de la Confédération africaine de handball, Dr Mansourou Aremo. Je viens remercier directement son Excellence le Général pour le club DGSP arbitrer la prochaine Coupe d'Afrique des clubs champions, surtout au Congo, que c'est à notre avis un pays d'handball. Et je viens passer le message de remerciement à Monsieur le Général. Et je suis très motivé parce que j'ai rencontré un monsieur qui est aussi un sportiste, un monsieur qui nous a garanti que le Congo, avec le soutien de la DGSP, va mettre à disposition tout ce qu'on a besoin pour faire une grande fête de l'handball africaine. Je l'ai rappelé que la Coupe des clubs champions, c'est plus exigeant même que la CAN. La CAN, c'est la compétition majeure de la CAB, mais c'est joué à 12 équipes féminines, 16 équipes masculines. La Coupe des clubs champions, comme c'est joué dans les deux genres, hommes et dames, ça peut arriver au Congo même plus que 20-25 équipes. Donc, il m'a garanti que le Congo est prêt à accueillir les équipes. M'accompagne une mission d'inspecteurs de la CAB que les prochains 3 jours vont valider les infrastructures hôtelières, d'hébergement et infrastructures sportives. À niveau d'infrastructures sportives, nous sommes tranquilles
Le Congo aujourd'hui, c'est un des pays qui a les meilleures salles d'handball parce que pendant les Jeux africains, que j'avais le plaisir de venir au Congo, on construit 3-4 salles de grand niveau, de niveau même mondial, donc au niveau d'infrastructures sportives, ce n'est pas un problème. On va valider les infrastructures d'hébergement parce qu'on va recevoir les athlètes d'élite africaine. Donc la CAB a envoyé un cahier de charges où là, on a expliqué quel est le niveau acceptable d'hébergement pour les joueurs. Le système de transport sera aussi beaucoup exigeant en fonction de numéros d'équipe, mais je vais rentrer très motivé et j'ai reçu toute la garantie de son Excellence le Général que la CAB et la DGSP, naturellement avec le soutien du ministère du Sport, l'engagement de la Fédération congolaise d'handball, sont prêts à organiser une belle compétition d'Afrique. Et c'est très important parce que nous sommes dans l'année de 50 ans de la CAB. La CAB, le passé 15 janvier, a complété les 50 ans d'existence. Et il y a les deux actions qui sont les premières dans le cadre de la fête de 50 ans. C'est le IHF Trophée qui a démarré hier ici au Congo. Et c'est l'inspection pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc ce sera toujours remarquable dans l'histoire de la CAB que dans les activités de 50 ans, c'est le Congo qui a arbitré les premières actions de cette 50e anniversaire. Pedro Godinho, mesdames et messieurs, n'est pas venu seul dans sa délégation. Deux inspecteurs de la CAB qui sont venus en tout cas pour un travail d'inspection. Ils ont essayé de regarder les sites qui pourraient abriter justement cette compétition. Quelques hôtels de la place ont été visités, y compris quelques installations sportives.
Nous allons rester dans le handball, mesdames et messieurs. Jérôme Patouillard, lui, c'est l'expert français en préparation physique qui est ici à Brazzaville pour justement son expertise en faveur de l'équipe de la DGSP handball senior dames. En tout cas, à mi-parcours, il est allé voir le président général de ce club multidisciplinaire pour lui faire le point du travail qui est en train de se faire. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs. Jérôme Patouillard, je vous propose cet élément que nous avons tourné là-bas avec le directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serge Bois. Jérôme, DGSP. Comment ça va? Très bien, et vous? Non, mais on est content de vous voir. Vous êtes de faire un très bon travail. C'est gentil, merci beaucoup. Merci pour la question. Merci beaucoup. Vous le connaissez? C'est le vice-président de la section handball de GSP. D'accord. Je n'ai pas reconnu, désolé. Elle, au moins, on connaît. Bonjour, bien sûr. Ça va et toi, ça va encore? Merci beaucoup. D'accord. Merci, c'est gentil. Alors, comment ça se passe? Vraiment bien. Le mobile, ça a été de faire un premier point sur le stage qu'on est en train de réaliser, de savoir où on en est, les objectifs aussi du club, qu'on soit bien clair là-dessus. Et au moins, ça nous a permis qu'il les répète et on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. On a remis un peu ce qu'on fait dans le stage, donc le travail avec les filles, savoir mettre de l'organisation, de la rigueur, du calme sur le terrain, savoir améliorer les conditions physiques des joueuses, améliorer aussi les conditions cognitives pour essayer de gagner le plus de matchs possible, voire tous les gagner. Il paraît très bien, très organisé sur tout ce qu'on fait, il sait exactement ce qu'on met en place, il est clair et puis il est à l'écoute aussi pour nous permettre de travailler, donc c'est vraiment cool. Moi j'étais venu, le coach m'avait déjà donné aussi ces ambitions-là, m'avait fait les paroles du général et c'était aussi ce qui m'avait motivé pour venir ici, donc moi je suis motivé toujours autant par ces ambitions-là et j'espère qu'on va les réaliser ensemble. L'idée ce serait de réussir à travailler ensemble jusqu'au mois d'octobre et les compétitions qui se dérouleront à Brazzaville, pour qu'on l'espère, on gagne cette compétition ici localement avec le club de la DGSP. Je vais essayer d'être présent le plus possible avec le club pour accompagner le club et puis aider les joueuses un maximum à progresser et à gagner tous ensemble. Normalement on devrait organiser des stages, donc là on va essayer de travailler avec le coach pour savoir au niveau des plannings ce qu'on peut faire pour que ce soit intéressant. C'est très agréable d'être pris au sérieux comme ça par les dirigeants du club, de se dire qu'on sait qu'ils suivent avec nous, qui nous accompagnent, qui sont clairs aussi sur les objectifs. Au moins ça ne laisse pas de place au doute et on sait ce qu'il nous reste à faire. L'idée c'est vraiment qu'on mette tout en place jusqu'à octobre pour gagner. Essayons de gagner en Gambie d'abord, au moins de mettre le plus de matchs possible de notre côté, montrer la progression du club, la progression des joueuses et après essayer d'arriver le plus près possible ici à Brazzaville en octobre pour vraiment gagner la compétition. Voilà, mesdames et messieurs, retenez simplement que les 5 nouvelles recrues internationales de la DGSP handball senior dames sont déjà ici à Brazzaville et s'entraînent déjà, parmi lesquelles 2 Camerounaises et 3 Angolaises. Lors de notre prochaine livraison, en tout cas, vous aurez l'occasion de les découvrir. Merci donc à Bien-Aimé Condé qui était derrière la caméra. Merci à Roland Nyankekele du côté de la régie. La régie son a été assurée par Cédric Mourapenda. Merci à Serge Désiré Koublokiana. Merci à Kisikila Bello. Merci à Christian Otato pour votre expertise. Mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous mettons un terme à cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et d'ici là, portez-vous bien.